Bienvenue à cette émission exceptionnelle de Bibliothèque Médicis. Voici un des événements importants de l'année 2013, l'exposition organisée pour les 40 ans de la Fondation Meg à Saint-Paul-de-Vence. La première année de la Fondation Meg reste toujours marquée par la présence d'André Malraux. C'était son musée imaginaire. Cette fois, c'est le musée réel, concret d'un écrivain philosophe qui nous a accoutumés à toutes les surprises par sa présence dans les lieux de guerre ou sur tous les lieux des conflits ou des grands problèmes de notre société, la peinture et la philosophie. Bernard-Henri Lévy, merci d'être avec nous à Bibliothèque Médicis. Vous êtes donc l'inspirateur et le commissaire de cette exposition qui, commencée le 28 juin, va se terminer 4 mois après. Donc vous inventez une exposition avec, on va le voir, 160 œuvres sélectionnées par vous-même, et on peut dire qu'il n'a pas la même durée, qui va 4 mois, j'ai dit, et comme des fleurs qui s'épanouissent et qui disparaissent 120 jours après. Mais en même temps, c'est une chance de pouvoir inventer son propre musée. Beaucoup de gens doivent rêver de le faire et qui ne le font pas. Surtout, il y a, non, la vraie chance, oui, c'est ça, mais c'est aussi, il y a des hommes ou des femmes qui mettent une vie à constituer une collection. Moi, j'ai mis 2 ans à constituer ce qui est pour moi la plus belle collection du monde, sauf qu'elle est éphémère et qu'elle va durer 4 mois. Vous n'êtes pas collectionneur, vous ? Personnellement, je ne suis pas collectionneur, je ne suis pas accumulateur, je suis trop voyageur pour accumuler, pour collectionner. Donc il y a ça. Il y a quelque chose de ma jeunesse marxiste probablement qui perdure et qui fait que je pense que dans l'appropriation privée de la beauté du monde, il y a quelque chose qui est un peu gênant. Puis la deuxième raison... La beauté doit être partagée, quand il s'agit de beauté, elle doit être partagée par le plus grand nombre. Elle doit être partagée par tous. Elle doit être au musée du Louvre, elle doit être au musée du Prado, elle doit être à la Fondation Mag, elle doit être dans les collections de François Pinault, au Palazzo Grassi ou à la Douane de Mer. Mais pas chez vous. Pas chez moi, parce que si elles étaient chez moi, en effet, j'aurais tendance à... Voilà, elles seraient chez moi, donc elles seraient soustraites à votre regard. Quelle relation entre toutes les guerres oubliées, perdues, meurtrières d'aujourd'hui, la guerre de Libye et le monde de l'art, est-ce une halte et une sorte de repos de Bernard-Henri Lévy? Non, non, c'est pas une halte, c'est une étape. Une étape Livre, inattendue, mais vers quoi? Une étape. Une étape dans l'aventure de ma vie et de mes engagements. Il y a dans ce livre, en tout cas, il y a au moins 2 questions qui sont des questions que les lecteurs un tout petit peu attentifs de mon travail retrouvent dans tout mon trajet. 1, la question de la vérité. 2, la question de l'iconoclastie. Au cœur de tout ça, il y a la haine de l'image. Vous l'avez entendu, cette critique, on dit c'est peut-être une hérésie de mélanger les grands anciens, Tiepolo, Rubens, Tintoret, que vous aimez comme Jean-Paul Sartre, avec des contemporains. Jeff Koons, l'Allemand Anselm Kiefer, Basquiat, l'Israélien Ofer Lelouch. C'est bien qu'ils puissent se combiner. C'est-à-dire que pour vous, il y en a qui disent l'art s'est arrêté à telle ou telle, à telle année. Est-ce que pour vous, l'art c'est une continuité, l'art c'est toujours là? D'abord, je connais peu de propos aussi stupidement réactionnaires que le propos selon lequel l'art se serait arrêté à telle ou telle année. Mais vous l'entendez? Bien sûr, je l'entends. Mais l'art continue. Les mêmes, d'ailleurs, enfin les pères des mêmes, disaient que l'art s'était arrêté à Picasso. Puis avant, ils disaient qu'il s'était arrêté à Cézanne. Et puis avant, ils disaient qu'il s'était arrêté à David. Et ainsi de suite. L'art n'a pas cessé de s'arrêter à en croire les Philistins. Et en vérité, il n'a jamais cessé de renaître. Après, faire dialoguer les œuvres les unes avec les autres, c'est le principe du musée. Un musée, c'est ça. Le geste muséal est toujours un geste de libération pour les œuvres. Oui. Je veux dire d'abord que je crois qu'il faut disjoindre l'art de l'esthétique. L'art a été pris en otage il y a 1 siècle et demi par une discipline importante qui est l'esthétique et qui ne suffit pas à en rendre compte. L'esthétique, c'est la beauté. Entre autres, exemple, oui, voilà, c'est le sensible, c'est la théorie du sensible. Je crois que l'art a à avoir, et c'est peut-être même une des voies d'accès privilégiées, à l'intelligible, à l'idée. En gros, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que j'essaye très modestement de faire dans ce livre et dans cette... Modestement. Vous allez voir pourquoi je dis modestement. Vous allez voir pourquoi je suis modeste. J'essaye, à ma mesure, à mes moyens, de renverser la fable platonicienne. Platon, qui était l'ennemi des artistes, l'ennemi radical, l'ennemi mortel, tout ce qui était là.
pas d'image. Voilà, l'image en enfer et l'idée au paradis. Platon disait, les artistes sont du côté du simulacre, les philosophes sont du côté de la vérité. Eh bien, moi je suis partisan des artistes qui disent, c'est toi Platon qui es du côté du simulacre, avec ton faux être, avec ta fausse vie, avec ta dégradation de la vie, comme disait Nietzsche, et c'est nous les artistes qui, avec notre façon d'aller fouiller les entrailles des choses, sommes du côté de la vérité de l'être. C'est cela que je crois et que j'essaie de montrer dans cette aventure. Mais il ne faut pas donner l'impression que pour accéder à la peinture, à votre livre et peut-être à l'exposition, il faut sortir de l'agrégation de philosophie. On va montrer que c'est peut-être beaucoup plus simple en illustrant avec quelques philosophes ou quelques penseurs. La beauté, il me semble qu'elle a en ce moment une mauvaise réputation. Et dans le journal, vous citez Une saison en enfer de Rimbaud. Vous vous en souvenez, vous dites « Un soir, dit Rimbaud, j'ai assis la beauté sur les genoux et je l'ai trouvée amère et je l'ai injuriée. » Baudelaire aussi a dit à peu près la même chose. Pourquoi aujourd'hui l'idéal de beauté est-il ainsi récusé? Parce qu'il y a eu Rimbaud, parce qu'il y a eu Dada et parce qu'il y a eu Duchamp. Les trois blessures narcissiques à cet idéal de beauté, ce sont ces trois événements qui les ont infligés. Dada, Duchamp, parce que l'art, ça peut être le banal, Dada, parce que l'art, ça peut être le grotesque, et Rimbaud, parce que la laideur peut être objet de poésie. Est-ce que pour autant, il faut dire comme vous, il faut en finir avec les vieilles badernes du culte de la beauté? La beauté est un marécage doré. Je pense qu'il arrive que la beauté, lorsque la beauté est pure décoration, lorsque la beauté est une manière d'enjoliver le destin des humains, de leur raconter des histoires, de leur promettre un avenir sucré, je pense en effet que c'est un marécage et que les artistes nous aident à en sortir, parce qu'au fond, c'est le vrai test. Pour savoir si une œuvre contemporaine a un sens ou n'en a pas, est digne des illustres pionnières ou ne l'est pas. La meilleure manière, c'est de les mettre à côté. Vous mettez... Il y en a qui ne vont pas supporter la rencontre. Hein. Et il y en a qui la supportent. Ouais. Mettez par exemple, comme je le fais dans le bouquin, cette admirable tête de Marina Abramović, cette tête noire plantée de cristaux, aux yeux fermés. Mettez-la à côté de ce chef-d'œuvre surréaliste de Marcel Jean qui s'appelait Le parfum du gardénia. Il y a un chef-d'œuvre estampillé, puis il y a une œuvre nouvelle. Vous voyez bien que l'une est à la hauteur de l'autre. Le test marche. Parce que je ne le publierai pas tel quel, parce que ce journal-là, c'est une matière première, je le considère comme tel, matière première pour des livres de ce genre. C'est-à-dire ce livre-là ne serait pas ce qu'il est, avec, me semble-t-il, toute sa dimension sensible et charnelle, dans les portraits, les rencontres, etc., s'il n'y avait cette espèce de gisement de sensations qu'est le vrai journal. Donc je puise dans ce vrai journal pour alimenter mes livres. Qu'est-ce que vous allez écrire sur peut-être Bibliothèque Médicis? Il y aura cette nuit quelques lignes sur Jean-Pierre Elkabbach citant Nicole Avril dans cette émission. Et d'ailleurs, vous devriez la citer. Vous n'osez pas le faire, mais dans ce livre que je connais, il y a une chose extraordinaire que vous n'avez pas osé dire. C'est qu'il y a un tableau de Picasso dans le livre de Nicole Avril qui est presque la prémonition et presque une sorte de version du tableau qui est en couverture de mon livre, c'est-à-dire du tableau de Basquiat. Un autoportrait tardif de Picasso qui ressemble comme un frère à ce portrait de prophète de Basquiat que j'ai choisi pour illustrer mon livre. Comme s'ils étaient parents tous les deux. Comme si Picasso et le Basquiat, le dernier Picasso, 82 ans, et le premier Basquiat, le jeune Basquiat, qui est mort à 28 ans, qui est mort à 28 ans, dont David Hamon se disait qu'il n'avait jamais assuré ses arrières, et le grand Picasso, arrivé recru de chefs-d'œuvre et de talent. Eh bien, il se retrouve dans cette espèce de visage étrange, avec ce regard incroyable. Vous direz donc. Ce qui m'intéresse dans l'affaire Picasso, non, attendez, le tableau que j'ai pris de Picasso, que j'ai choisi de Picasso, ce qu'il a d'intéressant, c'est que c'est le dernier portrait de Françoise Gillot. Et c'est un tableau, en effet, qui n'est pas le plus grand Picasso. Pourquoi ? Parce qu'il ne désire plus Françoise Gillot ce jour-là. Et ça se voit sur le tableau. Et ça se voit sur le tableau. Et parce que Françoise Gillot ne désire plus être peinte par Picasso ce jour-là. Et ça se voit sur le tableau. Par conséquent, le pacte érotico-pictural qui est à l'origine de la peinture est rompu ce jour-là entre Gillot et Picasso. Voilà. Et ça se voit dans ce tableau. Et vous savez ce que j'ai appris en plus dans ce livre? Non. Non. Et puis dans un autre qui était Dora Maar.
c'est que Picasso peignait presque le visage de celle qui n'était pas encore sa femme ou sa maîtresse, comme s'il la pressentait, alors qu'il vivait avec quelqu'un d'autre. Et ensuite, on se rendait compte que la nouvelle ressemblait à ce dont il avait eu le pressentiment. Alors, vous avez pris l'exemple de Basquiat. Mais c'est intéressant Picasso. ce que vous dites, c'est-à-dire qu'en effet, ça c'est la définition même quand on dit un séducteur, etc. Chaque femme devenait à un moment donné le brouillon de la suivante. Voilà, c'est une très belle formule. Pressentiment de la suivante. Le pressentiment de la suivante. Vous avez parlé de Basquiat, Picasso, mais il y a des exemples où vous mariez tel ou tel. Les deux Pietà, celle de Cosme Tura, dont vous avez parlé tout à l'heure, 15e siècle, qui est au musée Correr à Venise, elle est si moderne, et celle de Jean Fabre, qui date de 1958. Ils se répondent à 4-5 siècles de différence. Les squelettes dans une bibliothèque de Paul Delvaux, pourquoi ils sont présents là? Pourquoi ils sont si présents, ces squelettes dans la bibliothèque? Pourquoi ils sont présents? Parce pour moi, ils racontent ce que j'appelle le tombeau de la philosophie, c'est-à-dire le moment où la peinture prend le pouvoir sur la pensée spéculative et où les procédures de vérité, si j'ose dire, dont elle est la grande machinerie, supplantent les procédures de vérité de la philosophie. Donc là, cette espèce de bibliothèque peuplée de squelettes, eh bien, c'est une manière de disqualification de la philosophie, de la pensée spéculative, de la Mais ça, c'est une autocritique de Bernard-Henri aussi, philosophe. Oui, mais je trouve aux branches ou au pinceau du peintre. Oui, mais je trouve très important, et pour les philosophes et pour les peintres, qu'ils se laissent intranquilliser. Rien n'est pire que le ronron de l'habitude. Pas seulement le ronron, la certitude, l'assurance de soi. Sartre disait que le salaud, la définition du salaud, c'est celui qui croit qu'il est à sa place, qu'il en a hérité de cette place et qu'il l'aura pour toujours. Le contraire du salaud, c'est celui qui se sent intranquille. Qu'un philosophe se laisse intranquilliser par la peinture ou un peintre par la philosophie, c'est là, vous redevenez l'histoire que je raconte. Et d'ailleurs, vous le dites quelque part, on est engagé et intellectuel par séquence et intermittence, jamais professionnel de la chose, encore moins machiniste de son indignation ou de la détresse d'autrui. On est saisi plutôt, on est requis, emporté sans l'avoir voulu et souvent à regret, brûlé, bien obligé, tantôt l'action, tantôt l'écriture. Voilà. Et donc là, la jonction se fait. Mais je veux citer encore, avant de nous quitter, quelques peintures ou quelques rencontres inattendues. Cette crucifixion de Bronzino, XVIe siècle, celle de Pollock, qui date de 39, l'américain, 39-40, et de Basquiat à New York en 1982. Et on pourrait ajouter les philosophes grecs de Chirico. Et chacun de ces tableaux a une histoire extraordinaire. Les philosophes grecs de Chirico, c'est un tableau qui appartient à David Namad, le père, et c'est un tableau qui est rarement sorti du bunker où il se trouve hors de France, et son propriétaire, David Namad, va une fois tous les, je ne sais pas, 3 mois, 6 mois, 1 an, il va s'enfermer dans le bunker en question pendant une journée entière pour être face à son tableau, pour lui parler. Je trouve cette idée magnifique. Ah oui, magnifique, oui. Il va s'enfermer avec son tableau. Et sans doute le tableau lui répond-il. Le Bronzino, qui est un tableau très... Et oui, bien sûr que son tableau lui répond. Mais naturellement, c'est ça un collectionneur. C'est quelqu'un qui croit que les tableaux parlent. C'est quelqu'un qui croit qu'ils sont doués de parole. Le Bronzino, ce n'est un Bronzino que depuis très peu de temps, depuis qu'un jeune muséographe, qui s'appelle Costamagna, a porté son regard sur lui. C'est-à-dire, il y a 2 ou 3 ans, ce tableau a été identifié comme un des chefs-d'œuvre de Bronzino. On ne le savait pas. C'est le regard d'un directeur de musée qui l'a identifié comme tel. Le Pollock, il n'était quasiment jamais sorti, peut-être jamais d'ailleurs, de la collection de Larry Gagosian. Cet homme qui est sûrement un homme dur, sûrement un marchand implacable, en tout cas il a cette réputation. Le moment où il devient, où quelque chose d'enfantin revient en lui, c'est quand on parle de l'Arménie. Et c'est dans le fil d'une conversation sur l'Arménie qu'il m'a dit, j'ai dans ma collection privée un tableau que je n'ai jamais montré, qui est une crucifixion très étrange d'un Pollock inattendu, qui n'a rien à voir avec les drippings. Le voici. Voilà, où on voit tous ces corps entremêlés, le Christ et les larrons. Le philosophe grec, pour Anne-Marie Moreau et Philippe Lallemand de Chirico, d'ailleurs tellement influencé par le philosophe Nietzsche, qu'il a loué, paraît-il, la dernière chambre de Nietzsche à Turin, juste avant la folie. À côté du Palazzo Carignano, exactement. Alors, la Dacia, là même où l'évêque Claude de Turin faisait des autodafés de reliques et de croix. La Dacia, qui a plusieurs auteurs,
le café de Flore de l'allemand Immendorf, on est en train de les voir, et puis moi qui m'a beaucoup touché, l'Adam et Ève de Cranach du musée de Besançon. Parce qu'Adam et Ève n'ont pas peur, ils ne semblent pas avoir peur, et ils ne semblent pas mécontents, avec la pomme à la main, de ce qui leur est arrivé. Et vous dites, c'est une humanité qui a toujours fauté, qui est déjà condamnée, elle n'a d'autre choix que de regarder le mal en face, puis elle n'a pas peur. Et elle persévère. Et elle n'est pas mécontente du tour qu'elle a joué aux humains que nous sommes et qui reproduisons leur expérience. Et Rothko, ça m'a frappé, qui est aujourd'hui à New York, c'est pour vous un tableau comme une pensée, vous dites comme le Messie, un tableau où la pensée juive apparaît pour ce qu'elle est. Mais en quoi c'est la pensée juive, ça? En quoi c'est là et ça vous fait rire? Ah ben, mais ça me fait sourire, je pense. Vous n'allez pas m'interdire de sourire. Bien sûr que non. Puisque là, je vais avoir une explication. C'est un tableau comme un temple au double sens. C'est au sens romain et au sens juif. C'est un tableau qui est comme un accueil à la sainteté, à l'esprit de sainteté. C'est ça que ce Rothko, dont ses contemporains disaient qu'il était le dernier rabbin de l'art occidental, c'est ça qu'il fait dans ce tableau que je ne vois pas, mais que vos spectateurs il y a voient 160 probablement. tableaux et avec des notices très précises, rigoureuses et en même temps poétiques de l'écrivain Bernard-Henri Lévy.